Bonsoir à tous. Je déclare la séance du Conseil ouverte. Je vais faire l'appel. Marilyn Wagner, présente. Sarah Ferraud. Présente. Michael Pereira. Présent. Camille Dahl. Présente. Louis Chouin qui a donné procuration à Sarah Ferraud. Sabrina Bécher. Présente. Guillaume Vienner qui a donné procuration à Laurence Béatrix. Pascal Séjourné, il est parti chercher Pierre Jallet. Pierre Bibé. Présent. Frédéric Paris. Présent. Jérôme Varan qui a donné procuration à Thierry Josset. Hugues Cantel. Présent. Bon, Pierre Jallet qui va arriver. Laure Beaumartel. Présente. Jocelyn Coinon. Présent. Valérie Dio. Thierry Josset qui a la procuration de Jérôme Varangle. Présent. Laurence Béatrix. Présente. Françoise Routier qui a donné la procuration à Frédéric Paris. Chantal Hervieux qui a donné procuration à Laure Beaumartel. Julien Lefebvre. Présent. Justine Picot, absente. Thérèse Fichet. Présent. Régis Russel qui a donné procuration à Pierre Bibé. Ulrich Schlumberger. Présent. Pascal Griot qui a donné procuration à Sandrine Bozek. Sébastien Lerat qui a donné procuration à Ulrich Schlumberger. Sandrine Bozek. Présent. François Van Fletteren qui a donné procuration à Claire Pitette. Claire Pitette. Présent. Pascal Ditch. Présent. Simon Jaraï. Présent. Laurence Cosier-Lemire qui a donné procuration à Pascal Ditch. Je vais faire passer le dernier PV du Conseil. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation, donc je le fais passer. Je vous propose de désigner M. Pereira comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, je vous remercie. Alors, première délibération, c'est une régularisation de l'emprise foncière de la bâche incendie implantée rue de la Pilette. Je donne la parole à M. Bibé. Merci Madame le maire. Donc effectivement en 2006, la ville a acquis un certain nombre de terrains au sein des hameaux de Champeau et de la Pilette pour y implanter des bornes incendie, des bâches incendies notamment, pour améliorer la défense extérieure contre l'incendie des hameaux. Sur l'une des parcelles, il y a eu un problème de bornage qui a inclus un chemin d'accès à la parcelle voisine dont les propriétaires avaient l'usage, et il y a eu un décalage aussi, et donc il y a un schéma qui vous explique bien, le cadastre qui vous explique bien dans la délib les choses. Ce qui fait qu'on est obligé de régulariser la situation, notamment parce que la parcelle AC149 vient d'être vendue, et donc il faut qu'on régularise pour que tout soit correctement bien borné. Un géomètre l'a fait, et donc il est nécessaire de faire une délibération pour cela, et notamment pour céder une partie d'une parcelle au prix de 60 € et d'acheter un morceau d'une parcelle au prix de 1000 € pardon, pour 97 mètres carrés. C'est la partie qui empiète sur l'espace dédié à la bâche d'incendie. Merci. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions, donc je propose au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je vais redonner la parole à M. Bibé pour l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme. Merci Madame le maire. Donc fin de la révision du plan local d'urbanisme, quasiment 3 ans de travail. Je ne vais pas insister sur le fond du plan local d'urbanisme, puisqu'on a déjà beaucoup débattu sur ce sujet, tant dans ce conseil qu'en réunion publique notamment. Mais j'insisterai sur 2 points. Le premier, c'est qu'on a fait énormément de démarches de concertation avec la population, qu'elle soit dans le cadre réglementaire, par l'intermédiaire de la consultation des personnes publiques associées, ou
par un mois d'enquête publique, mais aussi dans le cadre de plusieurs réunions publiques, de plusieurs ateliers de travail, où la population a été totalement intégrée et qui a d'ailleurs été vraiment... Enfin, ça a été des retours très intéressants de la part de la population qui ont été pris en compte. Vous avez une note qui détaille aussi l'enquête publique et tout ce qui a été, toutes les recommandations qui ont été prises. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est que je voulais vraiment remercier Hélène Frogne, responsable de l'urbanisme et du foncier à la ville de Bernay, qui a mené ce projet parfaitement, dans les délais qui lui étaient impartis, et réviser un PLU en profondeur en moins de 3 ans, ça relève de l'exploit aujourd'hui en France, donc bravo à elle et bravo au cabinet qui nous a accompagnés. Merci Pierre. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Je voulais faire un commentaire. Donc je voulais aller dans le sens de Monsieur Bibet. Et donc effectivement féliciter à la fois le cabinet et l'équipe municipale en place pour la qualité du travail. Souligner voilà, ce que vous avez déjà présenté à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on voulait construire la ville dans la ville, qu'on allait gérer l'artificialisation des sols comme il se doit. Enfin, il y a de belles ambitions. Et je souhaite bonne chance à l'équipe et j'espère que voilà, ce sera que dans l'exécution on n'aura pas les couacs qui peuvent arriver parfois et je n'en dis pas plus. Merci. Merci monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc je propose au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Pereira pour l'actualisation du tableau des effectifs et la création de postes. Merci Madame le maire. Donc une délibération que vous connaissez maintenant par cœur, puisque à chaque conseil quasiment on la passe. En fait la finalité c'est de mettre à jour le tableau des effectifs au regard des avancements de grade et de la continuité de service. Et donc pour cela, sur cette délibération, il va y avoir 2 créations d'emplois. Le premier, un emploi permanent appartenant au grade d'adjoint technique à temps complet, afin d'exercer les missions d'agent technique aux espaces verts. Donc ce profil de poste est créé à la suite d'une mobilité interne. Et ensuite, un emploi permanent appartenant au grade des auxiliaires de puériculture à temps complet, afin d'exercer ses missions au sein du multi-accueil. Et ce profil de poste a été créé également à la suite d'une démission d'un contractuel. Il vous est donc proposé d'actualiser le tableau des effectifs. Merci Michael. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je propose au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Madame Béatrix pour la convention de partenariat entre la ville de Bernay et le Fonds régional d'art contemporain de Normandie. Merci Madame le maire. Convention de partenariat entre la ville de Bernay et le Fonds régional d'art contemporain de Normandie. Depuis 2020, le Fonds régional d'art contemporain de Normandie, la FRAC, développe un projet artistique itinérant. Après étape 1 à Lisieux en 2020, étape 2 en 2021 à Pont-de-Mer et étape 3 à Trouville-sur-Mer en 2023, le FRAC de Normandie propose d'installer son projet étape 4, l'arrivée, à Bernay et ses environs et de l'articuler autour de la notion de mobilité en zone rurale et des enjeux écologiques. Ce projet inclut une résidence de recherche artistique au Musée des Beaux-Arts de la ville de Bernay qui accueillera l'artiste Annabelle Hulot durant 15 jours en avril puis en juin. L'artiste procédera à un accrochage d'œuvres au sein du parcours permanent. Cet accrochage sera visible au musée du 3 juillet au 22 septembre 2024. Pour ce faire, le FRAC de Normandie met en place un partenariat avec la ville de Bernay et l'intercommunauté Bernay-Terre de Normandie dans le cadre d'une convention en tripartite. Cette convention définit en particulier les modalités financières du projet auquel la ville de Bernay contribue à hauteur de 2 000 € TTC. Afin de mettre en œuvre ce projet, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat tripartite et d'autoriser Madame le maire à signer la convention tripartite présentée en annexe. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je propose le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie.
Alors, nous allons passer à la délibération numéro 5 qui concerne l'approbation des comptes de gestion 2023 pour le budget principal de la ville et pour son budget annexe service de l'eau. Alors, pour le budget principal de la ville, les comptes de gestion sont en concordance avec celles du trésorier, sauf pour le compte 1069. Comme vous le savez, depuis 3 ans maintenant, nous repayons à la trésorerie la bascule à chaque changement de nomenclature. C'était dans le compte 1069. On a étalé le paiement en 4 fois, donc il va nous rester encore en 2024 une 4e fois à payer ce montant. Donc je vous rappelle que c'est chaque fois qu'on change de nomenclature, qu'il y a eu un changement de nomenclature comptable, donc ça fait les précédentes. Il y a toujours eu des sommes qui ne se sont pas retrouvées dans les comptes principaux, ça s'est cumulé. Et comme nous sommes passés sur la nomenclature M57 et qu'on a été pilote l'année dernière, le trésorier nous a demandé de régulariser. Donc nous lui avons demandé de le payer en 4 fois et il y aura une dernière fois en 2024. Concernant le budget annexe de l'eau, ça correspond au compte du trésorier. Je fais les deux en même temps. Et il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, Pascal. Merci Madame le maire. Donc pas vraiment sur ce sujet-là, mais avec un lien malgré tout. Comme vous le savez, on va avoir dans les années à venir certainement un transfert de compétences sur la gestion de l'eau au niveau de l'intercom Bernay-Terre de Normandie, comme c'est la règle partout en France prochainement. Jusqu'à présent, nous avions l'assainissement qui était transféré, et maintenant nous aurons le service public de l'eau qui pourra être transféré. À Bernay, il y a la particularité pour l'eau, c'est que nous sommes en régie. Même si nous avons des prestataires ou même confiés à des prestataires comme l'usine d'ultrafiltration depuis quasiment sa création. Au niveau de l'intercom, nous avons beaucoup de communes qui ont délégué ce service à des prestataires, et majoritairement. Et donc, dans le cadre de ce transfert de compétences, est-ce que vous pouvez nous affirmer ici, ou tout du moins avoir la possibilité d'en débattre en commission et en conseil municipal, que la régie publique de l'eau ne serait pas menacée et ne deviendrait pas une délégation de service public, puisque nous avons la faiblesse de penser, avec notre groupe Bien Vivre à Bernay, pour une ville engagée, écologique et solidaire, que les délégations de service peuvent avoir des conséquences sur l'augmentation de la tarification du mètre cube, et ça fait partie de nos inquiétudes. Alors, il y a une question au gouvernement qui a été posée il y a quelques mois, de savoir si on ne pouvait pas revenir en arrière concernant le transfert de la compétence de l'eau et de même de l'assainissement. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse, et il est vrai qu'à partir de 2026, la compétence eau devra être transférée à l'Interco. On attend. Si on n'a pas l'obligation, la ville de Bernay gardera le service des eaux en régie comme elle l'a aujourd'hui. Si on a l'obligation, on va être obligé de se rapprocher du syndicat d'eau de la Charentonne, la SAP de la Charentonne avant la fin 2025, puisque de toute manière, l'Interco, elle déléguera cette compétence au syndicat. Voilà. En attendant, on n'a pas la réponse. Mais si on a la possibilité de garder le service de l'eau en régie, la ville de Bernay gardera la régie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Donc on passe au vote pour les comptes de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et maintenant, on va passer à l'approbation des comptes administratifs 2023 pour le budget principal de la ville et le budget annexe de l'eau. Comme vous le savez, je dois sortir pour que ce vote s'effectue, et je vais nommer pour ces deux approbations des comptes Michael Pereira comme président.
Donc effectivement, en l'absence de notre très cher collègue et ami Louis Chouin, me revient la lourde tâche de vous exposer, je vais essayer d'être succinct, le compte administratif 2023. Donc juste quelques rappels réglementaires. Le compte administratif, qu'on soit clair, ce n'est pas un document à enjeu stratégique, dans le sens en fait où c'est l'exercice qui a eu lieu l'année dernière. D'accord, c'est le bilan de l'exercice de l'année dernière. Ça, c'est la première chose. Et également, le compte administratif a été vérifié à travers le compte de gestion par le payeur. Voilà. Donc juste les résultats des comptes administratifs 2023 concernent les budgets suivants. Donc vous le savez, le budget principal de la ville, comme d'habitude, et le budget annexe du service de l'eau. Donc l'objectif n'est pas de vous faire une liste à l'après-vert de l'ensemble des chiffres qui constituent ce compte administratif, mais bien d'être le plus synthétique et d'aller en fait sur, on va dire, les améliorations qu'il y a eu. Donc juste le compte administratif 2023 du budget principal présente un résultat global de clôture de plus 732 000 €. Donc, il faut savoir que les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 14 340 000 €, donc en augmentation de 773 000 € par rapport à 2022, qui s'explique, et on l'a déjà évoqué notamment au travers du ROB, par une hausse de 6%. Entre 2022 et 2023, des dépenses réelles de fonctionnement. Et donc l'année dernière, 2023, elles n'ont évolué que de 4,3%. Je vous rappelle qu'on était dans un contexte fortement inflationniste. L'assainissement durable et responsable du budget de fonctionnement se traduit par exemple par un plan de sobriété qui porte ses fruits. De fait de l'implication de tous, il y a eu moins 33% de consommation de gaz. Et une gestion interne permettant de contenir la hausse des dépenses de personnel à seulement plus 2%. Et on l'a évoqué à plusieurs reprises également, vous savez qu'il y a une hausse mécanique des charges liées aux fonctionnaires que l'on emploie. En 2023, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent quant à elles à 17 200 000 € en raison d'éléments exceptionnels ou liés à des régularisations d'exercices antérieurs, donc pour une somme de 870 000 €. Donc il y a le produit de la fiscalité, donc il n'y a pas eu de hausse d'impôt de notre part, vous le savez, on l'a voté en conseil, c'est juste une hausse des bases. Il y a eu le produit des services et ventes diverses, où on a eu un gain de 21 000 €, et la rationalisation du parc automobile avec la vente de véhicules pour 27 000 €. Et donc on a un résultat, donc le résultat maintenant, on passe au résultat des investissements de l'exercice qui est de plus 721 000 €. Donc l'exercice budgétaire 2023 continue d'associer la consolidation de la situation budgétaire avec un niveau important d'investissement, plus 550 000 €. Et donc c'est notamment dû à la phase 1 de la requalification du quartier de la Gare, qui reste le projet majeur de cette année passée. Par contre, il y a des éléments qui sont synonymes de la bonne gestion des projets, puisqu'en fait le taux de réalisation des dépenses d'équipement s'élève à 72% en 2023. Ce qui est plutôt très positif, puisque à titre comparatif, en 2021, elle n'était que de 39%. L'augmentation de l'épargne nette, cette fois, et l'amélioration significative du taux de réalisation des subventions. Donc, juste pour information aussi, parce que ça semble important, on arrive à un taux global de subvention de 72,7% cette année. Permettent d'investir davantage, tout en modérant le recours à l'emprunt, puisqu'on est sur une somme de 1 500 000 €. En matière de subvention, l'engagement pris au début du mandat est tenu grâce à un process interne d'optimisation des recherches et des dossiers, notamment fonds verts, mais aussi grâce à une importante mobilisation de la municipalité et du caractère de Madame le maire qui raye le parquet pour aller chercher ces subventions, qui nous sont cruciales. La fin de la faiblesse structurelle des recettes associée à la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de soutenir une politique d'investissement à la hauteur des enjeux sans dégrader la situation budgétaire, comme en témoigne la poursuite du désendettement, et ça aussi on l'avait vu lors du ROB, puisque globalement on est passé de 14 860 000 € en 2020 à 13 630 000 en 2023, et donc avec une baisse cumulée en 4 ans de moins 8,28%, soit 1 230 000 €.
Donc, il vous est donc demandé d'approuver les comptes administratifs 2023 et leurs résultats de clôture pour les budgets suivants. Budget principal, donc 732 000 euros. Budget annexe du service de l'eau, 82 530. Et de reconnaître la sincérité des restes à réaliser de la section investissement. Donc le budget principal, 796 000 et le budget de l'eau, 26 396 euros. Est-ce que vous avez des questions? Non. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Adopté. Je vous remercie. On peut faire revenir Madame le maire. Je vais juste vous faire signer les maquettes budgétaires. Il y a 2 signatures, faites attention. Alors maintenant, la délibération numéro 7, c'est l'affectation définitive du résultat 2023 pour le budget principal de la ville et de son budget annexe service de l'eau. Alors, pour le budget principal de la ville, le résultat de fonctionnement cumulé est de 3 632 238,18. Pour le résultat d'investissement cumulé, il est déficitaire de 2 104 236,79. Il reste à réaliser 796 003,25 et donc un besoin de financement de la section d'investissement de 2 900 240,04. Donc on va affecter les 2 900 240,04 du compte 1068. On va affecter l'excédent de fonctionnement de 731 998,14 pour un solde d'exécution négatif, reporté ou anticipé de 2 104 236,79. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Maintenant, on passe au budget annexe de l'eau. Pour un résultat de fonctionnement cumulé de 475 725,59. En investissement, un résultat d'investissement cumulé déficitaire de 366 797,95. Des soldes des restes à réaliser pour 26 396,72, donc un besoin de financement de la section d'investissement de 393 194,67. Le compte 1068, il a un excédent de fonctionnement capitalisé de 393 194,67, plus l'affectation de l'excédent de fonctionnement de 82 530,92. Pour un solde d'exécution négatif de 366 797,95. J'ai mal là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. J'ai mal là. J'ai un point là.
Alors, avant de passer pour le vote du budget primitif 2024, je tiens à avoir une pensée pour Louis Chouin, qui nous regarde peut-être de chez lui. Il aurait adoré, comme chaque année, être ici pour nous faire la lecture de toutes ces délibérations que vous aimez tant concernant le budget et le compte administratif. Mais il est actuellement en convalescence. On lui souhaite donc un prompt rétablissement et on lui donne rendez-vous pour le budget 2025. Pour ma part, en amont de la lecture des délibérations du budget, Michael a fait sa part pour le compte administratif. Je tenais à rappeler les 3 piliers qui nous avaient guidés pour conforter en 2024 le service public et l'organisation des transitions. Le mieux vivre à Bernay, car le service public de proximité doit être un espace propice à la stabilité, à l'inclusivité et le bien-être des habitants, quel que soit leur âge ou leur situation. La sobriété au service d'une transition soutenable. Il n'est plus possible de fonctionner comme le faisait il y a 10 ou 15 ans. Les ressources sont limitées, les énergies coûteuses, les changements climatiques bouleversent nos modes de vie. Au niveau local, il est de notre responsabilité d'être acteurs de cette transition. Le pragmatisme, pour sortir durablement de la zone rouge budgétaire, tout en assurant le nécessaire développement de la ville, victime de la paupérisation passée de son patrimoine. Ceci passe notamment par des travaux de mise aux normes de nos équipements, par exemple en termes de sécurité. En d'autres termes, quand on est en responsabilité, il n'y a pas de choix évident. Le rôle de notre majorité est de continuer à prioriser des choix qui comptent concrètement afin d'apporter des solutions pour les Bernéens, mais aussi pour le futur de la ville. Notre approche budgétaire ne s'inscrit pas au fil de nos envies ou de l'air du temps. Il s'agit pour nous de porter des politiques publiques et des dynamiques concrètes et cohérentes. Pour cette année 2024, on peut ainsi citer la poursuite des opérations de rénovation en matière de performance énergétique, mais aussi de nos réseaux d'eau potable. Le début de la remise aux normes et de la rénovation de nos équipements sportifs avec le complexe Bailly-Rémy. Nous allons faire de même dans nos écoles en commençant par Paul Bert. On peut aussi citer le regroupement en un seul site de plusieurs services au sein de l'espace du droit et de la famille. CCAS, Guichet Famille, France Service, CPAM. D'ici à la fin de l'année, ces services regroupés seront ainsi plus accessibles et plus à même d'agir de manière concertée au service de la population. Il y a aussi la création de ce que l'on appelle pour le moment la maison de l'enfant, même si ce n'est pas son nom définitif. Ce nouveau service aura pour objectif de permettre l'accompagnement de jeunes parents et futurs parents dans une logique d'inclusion et de mixité. La requalification du quartier de la Gare, projection de Bernay de demain, se poursuivra avec un début de chantier dans les semaines à venir. Il y a donc ce que l'on investit, ce que l'on dépense, mais le pragmatisme, c'est aussi décider de ce que l'on ne dépense pas, à l'image de ce que nous avons expliqué il y a quelques semaines concernant le devenir de la Gabelle. J'espère à ce titre que les Bernéens seront nombreux à participer à la consultation des 10 au 13 mai pour maximiser les chances à ce site emblématique d'être restauré et d'avoir une nouvelle vie. Car la ville ne peut s'engager sur 5 millions de travaux pour la Gabelle, des travaux qui seraient par ailleurs très peu subventionnés et insuffisants pour lui redonner une vie. Ce n'est pas réaliste. J'en profite pour faire une petite parenthèse quant aux subventions. Pouvoir obtenir un maximum de subventions sur chacun de nos projets reste un engagement de tous les instants, mais de plus en plus complexe à concrétiser. Si pour 2024 nous restons sur une projection correcte, nous devrons rester assurément très vigilants pour les 2 derniers exercices budgétaires du mandat. Ces derniers jours, une éventuelle participation du bloc communal au redressement des finances de l'État est évoquée. Nous verrons de quoi il en retourne pour le budget 2025, mais nous passerons bien de ces nouvelles incertitudes. Pour le moment, place au budget 2024, pour lequel je remercie les services, à commencer par la direction des finances. Merci également à Louis Chouin pour son implication toujours très active et sa vigilance de chaque instant sur l'évolution de la dette. Rassure-toi, Louis, si tu nous regardes, notre dette continue bien de baisser. Maintenant, place aux chiffres.
Alors, comme vous le savez, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l'année N. Oui, je veux bien. Parce que Oui, excusez Madame le maire. Donc, comme elle vient de le rappeler, effectivement, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l'année N. Donc, vous le savez, lors du dernier conseil municipal, on a eu des échanges autour du ROB et il est demandé du coup au conseil municipal de se prononcer justement sur le vote du budget primitif à partir du ROB qu'on avait vu le 20 février 2024. Vous le savez, un budget doit être à l'équilibre et donc du coup le budget principal de la ville en termes de fonctionnement donc ce sera 17 350 762 euros. Au niveau donc des investissements cette fois, le budget principal de la ville sera de 14 583 050 euros. Ensuite, au niveau du budget annexe de l'eau, au niveau du fonctionnement, en fait, on établit 1 770 683 euros et en investissement, 1 499 332 euros. Donc, après en avoir délibéré, il vous est justement demandé d'adopter le budget primitif 2024 tel que décrit dans les documents annexés que vous avez dont vous avez pu prendre connaissance et conformément aux équilibres suivants par section. Donc, je rappelle, service principal de la ville, fonctionnement, investissement et budget annexe de l'eau, fonctionnement, investissement. avez-vous des questions? Pascal? Oui, merci Madame le maire. Donc nous aussi, notre groupe avec Simon et Laurence, nous remercions pour la qualité des documents qui nous sont fournis à chaque fois par les services de la ville de Bernay. Donc dans la rapide présentation que vous avez faite, et c'est tout à fait normal puisque nous avons eu l'occasion de longuement débattre lors du dernier conseil municipal à l'occasion du ROB, le rapport d'orientation budgétaire. Vous l'avez évoqué, M. Pereira, tout à l'heure sur le compte administratif, où nous avions longuement échangé. Là aussi, sur le budget primitif, je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons dit et qui a été assez long, sur la responsabilité du gouvernement sur la réduction des dépenses qui doivent être les nôtres, puisque les comptes des collectivités se dégradent et que des efforts supplémentaires sont demandés aux collectivités avec les 10 milliards d'économies qui devront être faits cette année et les 20 milliards suivants. Donc nous, on rappelle que nous sommes pour qu'on puisse prendre cet argent-là sur les super profits, sur les méga profits, sur l'évasion fiscale et la spéculation financière. Donc je ne reviens pas là-dessus pour aborder maintenant ce qui concerne le budget primitif de notre collectivité. Alors vous avez parlé de l'énergie, donc il y a peut-être un début de bonne nouvelle. Il semblerait, en lisant un petit peu les échanges que font les maires entre eux en France, que peut-être que les villes et les collectivités, même les intercos qui sont en dessous de 50 000 habitants, vont pouvoir rentrer de nouveau dans la réglementation qui était celle auparavant sur l'énergie. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle, et comme nous sommes une collectivité inférieure à 50 000 habitants, nous allons peut-être pouvoir bénéficier de ce retour à la réglementation. Donc ce qui permet aussi de limiter un petit peu ce que vous dites sur les efforts auxquels on doit faire face. Néanmoins, nous ne voterons pas le budget primitif avec notre groupe Bien Vivre à Bernay pour une ville engagée, écologique et solidaire, pour des raisons qu'on a déjà évoquées les fois dernières. Alors je ne vais pas les reprendre à l'envers, mais souvenez-vous, par exemple, nous étions opposés à la délégation de services, par exemple, du marché de la ville de Bernay. Nous pensons que la confier à cette société-là, qui a pour fonction aussi de rétribuer ses actionnaires, augmente la dépense. Par ailleurs, nous ne sommes toujours pas satisfaits sur les questions des animations. Vient de se passer un grand week-end populaire qui est le week-end de Pâques. Aucune animation sur ce marché-là, alors qu'on a pu le voir sur des villes comme Lisieux ou comme Brionne. Donc nous restons sur cette position, à savoir que c'était une mauvaise proposition de nous faire passer d'une régie publique depuis déjà de nombreuses années à une délégation de service, voire même un prestataire, je crois, puisqu'on avait encore évolué sur la situation. Je rappelle aussi que sur la question des caméras,
Nous avons demandé plusieurs fois à ce qu'on ait un bilan d'étape chiffré sur les résultats que ça peut apporter pour notre collectivité. On a quelquefois des spots qui sont, comment dirais-je, ceux qui sont fournis par les services, voire même les services de l'État, comment dirais-je, relatés aussi par la presse, etc. Mais ça ne nous suffit pas pour avoir un bilan d'étape qui nous permette de voir globalement si ces caméras, comme vous le dites, sont efficaces et protègent. Nous, on continue à penser que c'est la vidéosurveillance et que le coût chaque année est une peine supplémentaire dans les dépenses publiques. Je prendrai juste une question d'actualité. Moi, par exemple, on a eu, et vous l'avez constaté comme moi, des dégradations de notre mobilier urbain là récemment. Je parle des sucettes, là, des comment dire, des panneaux publicitaires, etc., etc. Dans un lieu où il y a des caméras, bon. À ce jour, moi, j'ai pas d'informations sur est-ce que ça a été efficace ou pas. Donc voilà. Moi, sur la question de l'efficacité, certes, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est, comment dirais-je, décelé, je ne dis pas qu'on monte ça en épingle, mais on le présente comme cette efficacité. Mais beaucoup de rapports montrent et disent que finalement, c'est très très peu de comment dire, de faits élucidés qui sont réalisés grâce aux caméras. Nous sommes favorables plutôt à une police de proximité et renforcement de ces personnels-là pour assurer, comment dirais-je, des rapports vraiment humains, en quelque sorte, sociétaux et de tranquillité publique, plutôt que des caméras qui, de mon point de vue, sont des dépenses sur lesquelles on pourrait dire beaucoup de choses. On pourrait aussi reprendre, mais ça ne va pas être la question de ce soir, mais on la posera prochainement, c'est aussi le marché de l'éclairage public. C'est-à-dire que vous disiez on ne peut plus fonctionner comme il y a 15 ans. Bah, moi, oui, peut-être, mais il me semble que quand on avait des régies et qu'on avait l'éclairage public, moi je me souviens encore d'une époque où lorsque le week-end on interpellait le secrétaire général de la mairie pour lui dire qu'on avait une ampoule qui était, comment dirais-je, usée sur un quartier, même si il me disait gentiment « Oh là là, monsieur dit, vous me cassez les pieds à chaque fois que je vous vois », il n'empêche que lundi c'était réglé. Que là aujourd'hui, il faut peut-être attendre qu'il y ait beaucoup de pannes pour qu'enfin le prestataire vienne faire des réparations. En tout cas, c'est le sentiment et ce ressenti que nous avons. Sur les travaux supplémentaires qui vont avoir lieu sur l'école Paul Bert. Donc on va avoir la discussion tout à l'heure, donc je ne vais pas la voir tout de suite. En tout cas, ça va engendrer des coûts supplémentaires en termes de dépenses de fonctionnement et d'investissement sur l'école Paul Bert s'il y a transfert de l'école maternelle des Fontaines, ce que je ne souhaite pas. Et donc je pense que c'est une dépense qu'on aurait pu éviter en maintenant l'école des Fontaines là où elle est aujourd'hui. De la même manière, si on peut être d'accord sur une maison de l'enfance, comme vous venez de dire quelques mots, je me souviens qu'à la dernière réunion de conseil municipal, vous nous aviez dit qu'il pouvait y avoir 3 possibilités. À ce jour, publiquement, on n'en a qu'une, c'est celle du déménagement de l'école maternelle publique des Fontaines vers Paul Bert. Donc on aurait voulu avoir aussi, pareil, des comparaisons chiffrées sur ce que ça aura pu coûter. De la même manière, et je ne veux pas être exhaustif, hein, mais je rappelle que vous aviez engagé là aussi un transfert de compétences sur le ménage, enfin disons la propreté de notre ville, en proposant à ce que cela soit délégué à une société. Ça n'a pas pu se faire, mais je me souviens aussi de mémoire que vous avez dit que ce n'était pas un projet qui était abandonné. Nous, on continue à penser qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans le service public local plutôt que déléguer à des opérateurs extérieurs. Donc, quant à la gabelle, certes, il va y avoir, parce que vous l'avez évoqué, je ne voulais pas l'évoquer tout de suite, mais vous l'avez évoqué tout de suite, il va y avoir une consultation. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une consultation aussi par rapport au déménagement de l'école des Fontaines vers l'école des Paul Bert. C'est-à-dire que pour la gabelle, on est pour faire, on va dire, comme un référendum d'initiative populaire, et on ne l'a pas pour l'école des Fontaines. Donc, tout ceci, et ce n'est pas tout, malheureusement, nous invite à ne pas voter ce budget principal de la ville, ainsi que ce budget primitif 2024. Merci.
Pour l'énergie, je rejoins pour ce qui est de la ville des 50 000 habitants. Concernant l'éclairage public, l'entreprise Team Réseau intervient toutes les semaines sur notre réseau. Et d'ailleurs, pour votre information, dans le plan d'investissement, on va changer toutes les lampes à LED qui restent à changer. Il y en a plus de 3000 à changer sur le réseau. Nous avons bénéficié du fonds vert à hauteur de 60%. Il y en a pour 909 000 € pour le changement. Ça se fera sur 3 ans. Et ça sera aussi des économies d'énergie. Et d'ailleurs, même, on va pouvoir avoir la programmation nous-mêmes des armoires, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut changer, si on veut changer un horaire ou ouvrir ou fermer les lumières, nous sommes obligés de faire intervenir Team Réseau. Mais là, avec la modernisation des armoires électriques, nous pourrons nous-mêmes, à distance, modifier les horaires ou la programmation. Voilà. Concernant la vidéoprotection, je rappelle que ce n'est pas de la vidéosurveillance, que la vidéosurveillance, il faut qu'il y ait un agent de police 24 heures sur 24 devant les caméras, et ce n'est pas le cas. Donc ça reste de la vidéoprotection. Pour la vidéoprotection, on a eu une réunion l'année dernière, je crois que c'était en septembre ou en octobre, je ne sais plus exactement, avec la gendarmerie auquel on a débattu, et ils doivent revenir, comme on leur a demandé, à la fin de l'année pour nous donner un bilan. Aujourd'hui, je reçois tous les 2 mois le compte-rendu de la gendarmerie ainsi que des communes aux alentours. Je peux vous dire qu'avec justement avec les caméras, le vol et autres se transportent sur les communes extérieures. Donc aujourd'hui, sur Bernay, il n'y a plus beaucoup de vols sur le secteur, en tous les cas. Il reste des violences intrafamiliales, mais ça, je ne peux pas les gérer. Ça, c'est beaucoup. Et Sarah peut en témoigner, il y en a beaucoup. Mais voilà les principales interventions de la gendarmerie sur notre secteur. Concernant la Gabelle, c'est pas la même chose que l'école Paul Bert, donc ce n'est pas un référendum, puisqu'on ne peut pas voter, c'est une consultation citoyenne, puisque nous sommes à moins de 6 mois d'une élection, c'est-à-dire les élections européennes du mois de juin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Chemerger? Oui. Donc je serai un peu plus bref que Monsieur Ditch, mais je vais, comme lui, vous dire que nous voterons contre ce budget primitif, ce qui est cohérent avec la position que nous avons prise lors du ROB, et les points que nous avons soulevés, ce serait incohérent de le voter, puisque voilà, nous avons, et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, puisque vous avez déjà répondu à mes commentaires la dernière fois, des visions différentes sur les choix d'investissement, les priorités, la vitesse de désendettement. Voilà, donc je n'attends pas de réponse, mais j'ai la courtoisie de vous donner une explication de notre vote. Voilà. Merci. Il n'y a plus de questions, donc je passe au vote. Alors concernant le BP pour le budget de la ville, qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Pour le budget de l'eau, qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Délibération numéro 9, autorisation de programme et de crédit de paiement, actualisation et révision. Donc, comme vous le savez, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Toutes les modifications, révisions, annulations, clôtures doivent faire l'objet d'une délibération. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l'autorisation de programme. Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire, même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientation budgétaire. Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l'année suivante par délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des APCP. Toute autre modification de ces APCP se fera également par délibération du conseil municipal.
Donc chaque année, un réajustement de la ventilation des crédits de paiement prévisionnels est effectué au moment du budget primitif en fonction de l'avancement effectif des dépenses. Est-ce que je vous présente tout le tableau ou vous l'avez, ou il n'y a pas besoin, ou vous l'avez... C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? On passe au vote. Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 10 concernant le vote des taux d'imposition 2024. Pour rappel, depuis 2023, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale peut à nouveau être voté et modulé par les collectivités locales en référence à l'article 1636 du CGI, du Code général des impôts. L'État 1259 joint à la présente délibération comporte les bases prévisionnelles, les produits prévisionnels de référence, les allocations compensatrices et mécanismes d'équilibre des réformes fiscales. Donc, il vous est proposé de maintenir les taux d'imposition de la fiscalité directe locale au niveau suivant. Taxe d'habitation, résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale au taux de 10,55, la taxe foncière sur les propriétés bâties 55,02 et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 31,39. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes pour une augmentation? Non. Adopté. Donc je demande la parole, s'il vous plaît, Madame le maire. Donc oui, nous nous abstenons. On ne vote pas contre parce que bien sûr il n'y a pas d'augmentation. Néanmoins, comme vous le savez, les bases qui ont augmenté les dernières de 7% cette année vont continuer d'augmenter, je crois, de 3,5%. Donc en clair, les impôts vont continuer à augmenter pour nos concitoyens. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors est-ce que la solution, ce serait de baisser? Non, je ne pense pas non plus. Donc c'est en cela on s'abstient, parce que nous, on a une règle qu'on a déjà évoquée au ROB et que j'ai redit très rapidement ici, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'argent là où il est. Là où il est. Oui, mais Pascal, je ne peux pas aller ponctionner les actionnaires du CAC 40. Non, mais moi j'attends aussi une parole de nos élus pour dire aujourd'hui ce qu'il faut taxer, ce sont les super profits, ce sont les méga profits, c'est l'évasion fiscale, c'est la spéculation financière, c'est toutes celles et ceux qui ne règlent pas leurs cotisations. Aujourd'hui, on fait la chasse aux chômeurs. On va demander aussi à ceux qui sont en fin de droit ou qui sont au chômage lorsqu'ils ont 50 ou 60 ans de mettre encore la main à la poche alors que leur poche est déjà vide. Non, qu'on aille chercher avec les dents là où il est. Très bien, merci. Nous allons passer à la dernière délibération et je donne la parole à M. Pereira pour la fusion des écoles Les Fontaines Paul Bert. Merci Madame le maire. Effectivement, délibération de fusion des écoles des Fontaines Paul Bert. Donc l'objectif, c'est pas de vous faire un long et beau discours ce soir, car compte tenu de la nature du sujet qui est extrêmement passionnel, il est nécessaire de faire preuve de sobriété et d'humilité. Par ailleurs, je rappelle aussi que 5 réunions ont été organisées en à peine 1 mois et demi où nous avons pu débattre, informer et accompagner l'ensemble des parties. Aussi, ce soir, je tenais juste à rappeler brièvement les enjeux pour notre majorité, mais que je sais partager avec l'ensemble des élus présents ce soir. Le premier, qui me semble être le plus fondamental, est le bien-être de nos enfants. Tous, ici présents, connaissons et reconnaissons la qualité des personnels du périscolaire de la ville de Bernay et des professeurs des Fontaines et de Paul Bert, qui ont le souci constant de préserver le bien-être de nos enfants. Et cette délibération me permet de réitérer toute mon admiration pour le travail qu'ils mènent au quotidien afin de former les citoyens de demain. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu d'ailleurs entre les équipes, que ce soit du périscolaire ou de l'éducation nationale, afin de répondre à la spécificité de l'accueil des maternelles et aux craintes légitimes des parents. Le second,
c'est cette volonté collective de conserver 2 groupes scolaires de centre-ville, Ferdinand Buisson d'un côté et Paul Bert de l'autre, et ainsi éviter le traumatisme qu'a pu laisser la fermeture de l'école Jules Ferry dans la mémoire collective bernéenne. En effet, cette fermeture a donné lieu à une révision de la carte scolaire à l'époque, voyant des copains être séparés de force. Le troisième et dernier enjeu est notre attachement viscéral à conserver la fonction historique d'éducation des Fontaines en créant un nouveau service public à travers une maison de l'enfance et de la famille, permettant ainsi de s'inscrire en amont de l'entrée dans la scolarité et ainsi réduire par la prévention les dérives que nous constatons tous dans nos écoles aujourd'hui et malheureusement dont les médias se font l'écho même au niveau national. Si nous partageons la même volonté, j'ai bien conscience que les moyens pour y parvenir sont différents. Et je ne chercherai pas ce soir à vous convaincre, mais simplement à vous redonner des éléments factuels qui justifient ce choix de la raison. Le premier réside dans la diminution inexorable des effectifs scolaires. Alors certains pourraient polémiquer en disant que notre majorité ne fait rien que pour rendre Bernay attractive. Sauf que cette réalité, elle est nationale. Moins 11,8% d'élèves dans les zones rurales. De plus, au-delà de l'aspect territorial, la temporalité de cette tendance a débuté bien avant notre mandat. En 2009, Bernay comptait 880 élèves, contre 571 aujourd'hui, soit une perte de 309 élèves en 14 ans. Et ça s'est accéléré ces 5 dernières années. Et les prévisions à venir ne sont guère optimistes, puisque dans 3 ans, ce qui correspond à l'entrée en maternelle pour les enfants qui sont nés jusqu'à aujourd'hui, nous allons encore perdre au moins 41 élèves. Si tous les enfants s'inscrivent dans nos écoles publiques, ce qui, vous le savez, n'est pour ainsi dire jamais le cas. Donc, contrairement aux idées reçues, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui fréquentent nos écoles que nous sommes contraints de trouver des solutions pour éviter une fermeture brutale d'un groupe scolaire. La seconde est que contrairement à toutes les attaques que nous subissons, mais que je mettrai sous le compte de la colère, nous avons toujours défendu nos écoles. L'équipe municipale et Madame le maire en tête de file se sont mobilisés aux côtés du corps enseignant pour éviter une fermeture prématurée de l'école des Fontaines. En effet, sur un effectif de 48, ce n'est pas moins de 25 demandes de dérogation que j'ai signées afin d'éviter la fermeture de cette école et ainsi préserver les 2 postes de professeurs sur le territoire. Si cela n'avait pas été fait, l'école aurait déjà fermé ses portes. Lors du conseil municipal de mars 2022, je prenais la parole en plénière pour dénoncer les fermetures de classes non concertées et surtout injustifiées pour l'une d'entre elles. En avançant des arguments factuels, comme je le fais présentement, nous avons obtenu gain de cause auprès de la DAZEN. Aujourd'hui, nous pouvons dialoguer avec l'éducation nationale afin de défendre les causes qui sont défendables et justifiables. Enfin, je souhaite rappeler que nous avons dépensé plus d'1 120 000 € en 3 ans afin de sécuriser et moderniser l'ensemble de nos groupes scolaires. Et nous allons poursuivre ce plan d'investissement. Alors, vous avez dû le voir justement sur le plan pluriannuel d'investissement que Madame le maire a pu exposer précédemment, car nous sommes profondément attachés à l'éducation et à l'instruction de nos enfants. Aussi, au regard de la proposition de l'Éducation nationale de fusionner administrativement les écoles des Fontaines et Paul Bert, suite au départ à la retraite de sa directrice, et compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués, il vous est proposé d'approuver la fusion administrative de l'école des Fontaines et Paul Bert, ainsi que le regroupement éducatif sur l'école de Paul Bert au 1er septembre 2024. Y a-t-il des questions? Pascal. Merci Madame le maire. Monsieur Pereira, je suis bien d'accord avec vous qu'il faut dépassionner le débat et faire chacun à sa manière des propositions et garder raison sur ces questions qui sont très importantes, qui sont celles de l'éducation de nos enfants et de nos concitoyens. Et à cet égard, vous avez raison de dire que les agents de la collectivité, mais aussi les personnels de l'éducation nationale font un boulot remarquable dans des conditions qui sont dégradées aujourd'hui.
Nous n'avons pas la même façon de voir les choses avec notre groupe, et on l'a déjà dit, donc je ne vais pas revenir non plus ce qui a été dit lors du rapport d'orientation budgétaire et où ça a été évoqué. L'école maternelle a une spécificité qui oblige, de mon point de vue, à ce qu'elle puisse avoir son autonomie, ce qui n'empêche pas des interactions, de la coopération avec les écoles élémentaires. Ça existe déjà dans les règles avec les cycles, comme vous le savez bien. Là, ce dont il s'agit, c'est de la fermeture d'une école qui est celle des Fontaines, pour mettre en place une maison de l'enfance. Moi, je voudrais juste rappeler que c'est pas conjoncturel le fait que nous nous opposions à cette fermeture. Nous l'avions déjà fait l'an passé, lorsqu'il y a eu la proposition et le vote finalement contre notre avis et contre notre vote de la fusion de l'école maternelle et élémentaire au Bourg-le-Comte. Donc nous ne sommes pas dans cette stratégie de faire fusionner les écoles. Et si vous avez raison de dire que la commune, elle investit énormément, vous avez rappelé le chiffre de plus d'1 million qui est investi dans les écoles, même en fonctionnement et investissement, etc., il n'empêche qu'il faut pointer du doigt les responsabilités. Vous l'avez fait les années précédentes, puisque nous étions ensemble devant ces écoles, que ce soit à Jean Moulin, que ce soit à Bourg-le-Comte, pour défendre une éducation publique de qualité et vertueuse. Il n'empêche là, aujourd'hui, qu'il faut se tourner vers l'éducation nationale pour leur rappeler que les règles qui étaient celles d'aujourd'hui de fermer des écoles en fonction d'un nombre d'élèves, alors je dis un chiffre comme ça, par exemple 30 en maternelle, qu'il faut avoir 30 élèves en maternelle si on a... Moi je rappelle qu'il y a quand même des groupements pédagogiques, des représentants de personnel qui disent, par exemple en section de petits, en section de maternelle, et je sais de quoi je parle, 15 élèves par classe, c'est bien. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, les critères de fermeture, ça ne correspond plus, et encore moins aujourd'hui, en fonction de ce que vous avez dit de la démographie, comme critère de fermeture. Il faut revoir ça. Moi, je dis, tout simplement avec mes amis, que si la communauté éducative, c'est-à-dire les personnels de l'éducation nationale, les parents d'élèves, les élus, sont opposés à une fermeture de classe, il ne doit pas y avoir de fermeture de classe. Si les parents d'élèves, les élus, les enseignants, donc le personnel de l'éducation nationale, sont opposés à la suppression d'une direction, il ne doit pas y avoir de suppression d'une direction. C'est ça qui devrait être la règle aujourd'hui. C'est ceux qui sont sur le terrain qui ont le pouvoir de dire ce qui est valable pour, comment dirais-je, notre société ou pas. Donc ça, il faut se tourner vers ceux qui pointent, qui ont la responsabilité de ces fermetures. Donc ça me paraît très important. Il n'empêche que nous sommes toujours contre cette fusion des écoles pour de multiples raisons, la spécificité de l'école maternelle, mais en plus sur les effectifs de l'école maternelle elle-même. C'est-à-dire, souvenez-vous, en commission, nous a été présenté avec un travail remarquable par le responsable qui nous les a présentés en commission de la commune, comme quoi nous avions une stabilité des effectifs à l'école maternelle des Fontaines, et peut-être même dans les 2 ou 3 ans, une petite augmentation de 1, 2 et 3. Et en tant qu'ancien professionnel de la petite enfance, je peux vous dire que les chiffres ils peuvent fluctuer. Et moi, je ne suis pas pessimiste. Moi, je pense qu'il y a des choses dans la ville de Bernay qui font que l'attractivité peut être quelque chose qui peut surgir prochainement. Installation d'une entreprise, des événements qui dépassent la reconnaissance locale et qui nous amène du monde. On a bien vu des événements où des gens sont venus s'installer à Bernay parce qu'à Bernay, il y avait cette qualité de vie, parce qu'il y avait ces activités proposées, etc. Je pense qu'à un moment donné, même si on n'est pas d'accord sur tout, on va avoir les fruits de ce travail-là. Donc moi, je pense que c'est pas quelque chose où il n'y a pas de solution qui ferait que les chiffres ne puissent pas remonter. Je rappelle aussi que par rapport aux fusions, c'est illusoire de penser que parce qu'il y aura fusion, on évitera les fermetures de classes. À Broglie, je l'ai dit la fois dernière, mais je le redis solennellement, il y a eu une proposition de fusion à l'école maternelle et à l'école élémentaire de Broglie. Ça a été soumis au conseil municipal il y a quelques années, ça a été refusé. La fois d'après, les pressions sont fortes, je le sais, ça a été accepté. Résultat des courses, cette année, départ d'une enseignante que je connais bien, que j'ai encore croisée il y a quelques jours, à la retraite, et donc suppression d'une classe à l'école maternelle de Broglie. Donc la fusion n'a pas empêché la fermeture.
Et aujourd'hui, la fusion qui est proposée, elle est en train de créer quelque chose qui est, comment dirais-je, très fort, et vous l'avez dit vous-même, qui est passionné, qui est faite de colère. C'est-à-dire que la paix sociale que nous pourrions au moins avoir sur ce sujet-là, puisqu'on est d'accord pour dire que l'éducation, c'est très important. Hein, vaut mieux ouvrir une école qu'ouvrir une prison. On est tous d'accord là-dessus, c'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo. Eh bien, aujourd'hui, il y a des crispations énormes. Et la dernière que je voudrais dire comme crispation, c'est que les parents d'élèves, à travers des courriels, ont voulu demander à pouvoir obtenir la possibilité de s'exprimer lors de ce conseil municipal, parce que je ne sais pas si avec, d'après ce que je crois savoir, on n'a pas forcément une vue sur le public avec l'enregistrement ou la diffusion du conseil municipal ce soir, mais on a un public très nombreux ce soir qu'on n'a pas habituellement. Je pense que derrière les écrans, il doit y en avoir autant. Ils ont demandé de pouvoir s'exprimer. Vous avez dit, vous avez raison, Madame le maire, que la règle, c'est de pas de pouvoir s'exprimer. Je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que vos prédécesseurs, Monsieur Joël Bourdin, Monsieur Hervé Moret, Monsieur Bonamy, ils ont fait des interruptions de séance pour laisser s'exprimer. Bah oui, moi je me souviens. Hein, oui, il y a eu bien sûr qu'il y a eu des suspensions de séance pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors, j'ai vu votre réponse. Est-ce que vous seriez d'accord pour que les parents puissent lire cette lettre-là? Eh bien, je vais la lire parce qu'ils m'ont demandé de la lire. Mesdames et messieurs les élus de la majorité, vous allez voter ce soir aux côtés des élus de l'opposition pour ou contre la fusion de l'école des Fontaines et de l'école Paul Bert. Depuis maintenant plusieurs semaines, les parents d'élèves ont tenté de vous interpeller pour échanger autour de ce projet que nous jugeons incompréhensible et précipité. Malheureusement, cette rencontre ne s'est pas faite. Nous vous avions pourtant transmis, au vu de notre invitation du 22 mars dans les locaux de l'école, un long document qui avait pris soin de recueillir nos analyses et nos interrogations. Ce document, à propos duquel nous n'avons eu aucun retour, avait pour but d'ouvrir une véritable discussion avec vous, mais vous l'avez laissé lettre morte. La lettre n'est pas très longue. Jusqu'au bout, nous avons pourtant espéré que le dialogue s'instaure afin que le vote de ce soir puisse se dérouler en toute connaissance de cause. Un dialogue nécessaire, mais avorté, tant du côté de l'éducation nationale qui voit dans cette fusion le moyen de se débarrasser d'un poste de direction, que de votre majorité qui, comme cela fut annoncé aux parents d'élèves, y voit une opportunité de récupérer un bâtiment adapté pour l'implantation de sa future maison de l'enfance. Or, nous, parents d'élèves, nous y voyons autre chose, nous y voyons la disparition d'une école emblématique et le démantèlement d'un lieu pédagogique formidable pour la petite enfance qu'il faudrait s'acharner à sanctuariser. Compte tenu du rayonnement de cette école maternelle publique du centre-ville, la dernière de Bernay véhicule au quotidien depuis des décennies et de génération en génération. Nous l'avons dit et répété maintes fois, fermer l'école des Fontaines, car c'est bien de cela dont il s'agit, et prétendre le contraire, Madame le maire, est une immense tromperie démocratique, c'est amorcer la fuite des parents et des enfants vers d'autres établissements que l'école Paul Bert. Nous le martelons, l'école des Fontaines est la porte d'entrée dans le groupe scolaire. Nombreux sont les parents qui ont fait le choix de cette école pour son cadre de vie. L'école Paul Bert est une très bonne école, mais c'est une école élémentaire et élémentaire uniquement. Les besoins pédagogiques et les infrastructures des 3-6 ans ne sont pas ceux des plus grands. Ni la spécificité de l'école maternelle n'est pas à démontrer, elle est ici à défendre contre les attaques de l'inspection académique tour à tour bulldozer et rouleau compresseur. C'est pourquoi vous êtes aujourd'hui, à ce moment précis, avec les élus d'opposition, ce dernier rempart, le seul dont les Bernéennes et les Bernéens disposent. Vous êtes ce dernier rempart qui permettra de maintenir une école de qualité, attractive, emblématique, une école qui prend en compte les besoins spécifiques de chaque âge, d'autant plus que fermer l'école des Fontaines, c'est prendre le risque de sacrifier l'ensemble du groupe scolaire à moyen terme en raison de la globalisation des effectifs, et vous le savez très bien. Cette décision que vous êtes sur le point de prendre sera donc importante pour les enfants, elle sera importante pour les parents également, et elle sera vitale pour le quartier et pour notre commune. Entreprendre et fermer la dernière école maternelle publique de centre-ville n'est pas une chose anodine, surtout quand les effectifs sont au rendez-vous. Ce choix aura des conséquences, une baisse des inscriptions, une perte d'attractivité et le déclenchement d'un possible fiasco à la rentrée prochaine. Tout cela, vous devrez alors l'assumer devant les administrés. Pour conclure, soyez-en sûrs, le combat que nous portons devant vous n'a jamais eu d'autre but que de garantir les meilleures conditions d'accueil et de scolarisation pour nos enfants. Nous parlons aujourd'hui d'enfants et de l'avenir d'un territoire. Le mois dernier, M. Pereira a consenti à nous dire que cette fusion relevait d'un pari. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus de la majorité et de l'opposition, nous vous demandons de ne pas parler sur le dos de nos enfants. De ne pas parier, sur le dos de nos enfants. Nous vous demandons de voter contre cette fusion. Nous vous demandons d'ouvrir un dialogue constructif afin de maintenir et de développer ce groupe scolaire de qualité constitué de 2 écoles complémentaires et dynamiques, lesquelles continuent de faire la fierté de notre ville. Et c'est signé les parents d'élèves. Je ne vous cache pas, Madame le maire, que franchement, j'avais vraiment pas envie de lire cette lettre-là. J'aurais beaucoup
préféré qu'on puisse, au sein de cette Assemblée, avoir cet outil démocratique qui est celui de la suspension de séance, afin de pouvoir leur laisser s'exprimer au moins leurs arguments. Parce que vous l'avez dit, M. Pereira, tout le monde est sous le coup de la colère ici, et qu'il va falloir garder raison. Et à cet égard, je pense que ça aurait été aussi une preuve aussi de votre part d'accepter le débat démocratique. Voilà. Alors, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y a énormément d'informations et de désinformations également. Alors l'objectif, comme vous l'avez dit, c'est pas d'envenimer le débat. Après, quand on nous fait des leçons de démocratie et que par mail, et je vais reprendre l'expression qui a été écrite par mail, on chie sur la démocratie, puisque voilà, un des parents d'élèves a mis ce terme-là. On se tient à la disposition éventuellement des journalistes pour l'évoquer. Je trouve ça fort de café. Mais encore une fois, ce n'est pas le débat. Le débat qui nous anime, c'est le bien vivre, la bienveillance, chose qui manque. Et donc, du coup, j'en reviens vraiment à ce qui, moi, m'anime, c'est la spécificité des maternelles et donc de la prise en compte de l'accueil de ce public-là dans la future école primaire Paul Bert, qui, je le rappelle, 91% des écoles françaises sont des écoles primaires. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai évoqué parce qu'il y a quand même énormément de points que j'ai évoqués lors de ma prise de parole. La spécificité des maternelles, elle sera prise en compte, elle est prise en compte. Aujourd'hui, je le rappelle, on va dire la direction périscolaire avec les professeurs des écoles, donc de l'éducation nationale, travaille justement pour accueillir dans les meilleures conditions ce public-là. Alors, l'objectif, encore une fois, c'est pas d'assommer les gens de chiffres. On va mettre 300 000 euros et vous avez dit tout à l'heure, je comprends pas pourquoi on fait des travaux. Sauf que l'école Paul Bert, c'était la dernière école où des travaux n'avaient pas été faits de fond. Et donc, l'objectif aussi, c'est de permettre aux élémentaires, parce que c'est ça aussi, il n'y a pas que les maternelles, c'est de permettre aux élémentaires de vivre dans une école digne de ce nom, enfin, et surtout, on va dire, de manière équitable avec les autres groupes scolaires qu'on a déjà rénovés. Ensuite, vous évoquez des chiffres. Clairement, les chiffres de l'éducation nationale, heureusement, ne sont pas comment dire, réalisés dans nos écoles. Parce que effectivement, là, il y aurait de nombreuses fermetures de classes. Aujourd'hui, on a une moyenne de 22 élèves par classe. Voilà, c'est la réalité. Donc ensuite, vous êtes optimiste. Je suis aussi un grand optimiste, mais par contre, je ne suis pas un utopiste. Pour voir en fait une progression démographique, ça se fait dans du moyen terme, c'est à peu près 10 ans. Pareil, au niveau national, je vais donner encore des chiffres. Le taux de natalité est passé à 1,5 enfants par femme. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de renouvellement des générations. Donc on va sur une population vieillissante. Et cette population vieillissante est encore plus importante dans nos territoires ruraux. Donc forcément, il y aura de moins en moins d'enfants à scolariser. C'est une certitude. Après, voilà, on peut le qualifier de fermeture d'école et pas de classe, parce qu'il n'y a pas de fermeture de classe. Nous, on va pas épiloguer et dialoguer sur le vocable. Encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas perdre cette fonction d'instruction et d'éducation. Voilà. Parce que si on fait de la politique fiction, qu'est-ce qui se passera dans 4-5 ans, objectivement, parce que ça aurait pu être le cas déjà il y a 2 ans, c'était la fermeture pure et simple des fontaines. Donc je vous pose la question, dans 4-5 ans, il n'y a plus d'enfants aux fontaines, qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments ? Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments ? Voilà. Donc effectivement, nous, on n'a pas fait un pari, parce que j'ai repris les termes, oui, je l'ai dit, mais j'ai repris les termes que vous avez utilisés. Donc, le principe, c'est pas de parier, c'est juste de se dire très clairement, dans 4-5 ans, il y aura pas suffisamment d'effectifs, et vous parlez des fontaines, mais les fontaines, c'est aussi Paul Bert. Si, globalement, les fontaines peuvent se maintenir, Paul Bert, elle, continue en fait la dégringolade. Et c'est pour ça, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, avec les effectifs actuels, maternelle plus élémentaire,
on a 121 enfants. Il y a à peine 5 ans de cela, il y avait 117 enfants juste à Paul-Bert. Donc quasiment équivalent. Donc après, soyons optimistes, il y a un regain démographique. Nos écoles seront toujours en capacité de les accueillir. Sachez que quand on était à 4 groupes scolaires, c'est-à-dire suite à la fermeture de Jules Ferry, on accueillait 799 enfants. On est à 571. Il faudrait une grande industrie ou entreprise type Amazon, mais je ne pense pas comme moi que vous êtes d'accord pour qu'Amazon s'installe à Bernay, mais il faudrait ce type d'entreprise pour faire revenir autant d'enfants dans nos écoles. Voilà. Ça, c'est des éléments factuels, je ne peux pas faire plus. Après, je comprends encore une fois tout ce qui est évoqué. Maintenant, ne me donnez surtout pas de leçons de démocratie parce qu'il y a eu 5 réunions qui ont été réalisées où tous les partis ont pu s'exprimer. Tous les partis. J'ai reçu les DDEN, les délégués départementaux de l'éducation nationale, où on a longuement discuté, où ils nous ont donné des arguments pour continuer à travailler. Oui, parce que nous, on essaie de co-construire ce projet d'école primaire, mais surtout, ne me parlez pas de déni de démocratie, parce que quand je vois l'attitude de certains, et heureusement c'est une toute petite minorité, voilà, quand on dit je chie sur la démocratie globalement, on ne peut pas se permettre de dire ça dans une lettre. Je vous remercie. Monsieur Schomberger. Merci de me donner la parole. Alors, je voudrais avoir une pensée pour Sébastien Lerat, qui, comme Louis Chauvin, a eu des problèmes de santé et subit une opération aujourd'hui, et je lui souhaite une bonne convalescence. Et avec votre permission, je voudrais lire la lettre et l'intervention qu'il avait préparée aujourd'hui. Il l'aurait fait s'il avait pu être là. Voilà. Je laisserai après la parole à Madame Pittet, et je la reprendrai pour finir. Vous savez que je sais être bref, donc voilà. Je commence donc par vous lire ce que Sébastien Lerat souhaite adresser aux membres de ce conseil. Chers membres du conseil municipal, chère communauté, nous sommes confrontés à une décision qui menace l'avenir de notre école maternelle bien-aimée. La proposition de fusionner notre école maternelle avec une école primaire constitue une menace directe pour l'éducation et le développement de nos enfants. L'école maternelle joue un rôle crucial dans le développement précoce des enfants. C'est là qu'ils acquièrent les bases fondamentales de l'apprentissage, de la socialisation et de la confiance en soi. La fusion avec une école primaire compromettrait cette expérience précieuse en exposant nos tout-petits à un environnement scolaire qui ne correspond pas à leurs besoins uniques. En fusionnant ces deux écoles, nous risquons de diluer l'attention et les ressources nécessaires pour offrir un enseignement de qualité adapté à chaque tranche d'âge. Nos enfants méritent mieux que cela. Ils méritent une éducation qui les inspire, qui les encourage à explorer et à apprendre à leur propre rythme. De plus, la fusion aura un impact négatif sur la taille des classes et sur l'attention individualisée dont bénéficient actuellement nos enfants à l'école maternelle. Nous ne devons pas sacrifier la qualité de l'enseignement pour des considérations économiques à court terme. Ensemble, nous devons nous lever pour défendre notre école maternelle et protéger l'avenir de nos enfants. Il nous écoute peut-être, vous pouvez sans doute lui répondre. Je remercie, je lui souhaite une bonne convalescence à Sébastien. Madame Pittet. Je vous remercie. Il y a un an, nous assistions à une campagne d'affichage musclé. Inscrivez vos enfants dans une école publique de Bernay. Campagne cherchant à inspirer les parents, à aspirer les enfants domiciliés hors de notre commune. De fait, à l'entrée de la ville, l'école des Fontanes a un charme très particulier et dans ce cadre, les enfants vivent bien, très bien, trop bien. Par ailleurs, il va sans dire que la fusion des écoles maternelles et primaires donne une charge de travail importante et laisse peu de temps de disponibilité à la direction pour les contacts avec les familles. Les parents d'élèves de l'école du Bourg-le-Comte l'ont très bien compris. Rassurez-vous, nous avons bien compris qu'il ne s'agissait pas de fermer une classe. Mais quelle disjonction! Nous cherchons à attirer des familles, des jeunes,
est-ce en fermant une école que nous allons convaincre? En général, les écoles maternelles et primaires sont individualisées. Ce que je vais dire là, bien sûr, a déjà été indiqué et précisé. Les enfants de 2 ans ne peuvent pas être mêlés à ceux de 11 ans. Leur rythme, les besoins, la logistique, la cantine, les toilettes même, tout y est différent. Je rappelle, pardonnez-moi, que les enfants sortant des Fontenay est à Polbert, mais si les parents choisissent une autre école maternelle que celle qui serait donc à Polbert, ce sont des classes de Polbert qui vont alors devoir fermer. Cette école était-elle trop belle pour les enfants? J'allais même dire que ce supplément d'âme offert aux enfants ne pèse pas lourd face au projet d'une maison de l'enfance dont nous n'avons encore aucune visibilité ni sur les missions, ni sur les moyens humains, ni sur la date d'ouverture. Nous allons tous voter en notre âme et conscience, je l'avais dit au dernier conseil municipal. Chacun d'entre nous reste comptable, quelle que soit sa position au sein de cette communauté. Chacun d'entre nous reste comptable devant les Bernéens de ce qu'il adviendra. Je vous remercie. Monsieur Schomberger. Donc, je vais vous donner ma position personnelle. Ça a été un choix de vote très difficile pour moi, car j'ai été très sensible, et dès le début de votre mandature, très sensible à votre projet de maison de l'enfance. Et j'aurais aimé qu'il voie le jour avant. Je pense que vous avez identifié un réel besoin pour notre ville, et je vous appuierai toujours sur ce projet. Donc en ce sens, voter contre ce soir, ça n'est pas difficile en ce sens que voter contre une fermeture d'école, c'est facile, mais je le vis aussi comme malheureusement voter contre votre projet de maison de l'enfance dans ces locaux. Et j'espère que ce projet de maison de l'enfance, si jamais par miracle des gens dans votre majorité nous votaient avec nous, verrait le jour dans d'autres lieux. Et donc pourquoi je vais voter contre? C'est parce que pour moi, une ville qui ferme une école, qu'on le veuille ou non, c'est malgré tout une ville qui tourne un peu le dos à l'avenir. Et même si les réalités démographiques sont ce qu'elles sont, on ne peut pas dire le contraire non plus. Voilà, c'était ma position. Merci. Oui, je pense qu'on a assez débattu, mais je voudrais comme... Ah, pardon, Pierre, excuse-moi. Personnellement, il m'est arrivé... Pardon. Oui, je reprends. Oui, je voulais dire un petit mot sur cette délicate question, car, vous le savez, il m'est arrivé, tout en étant membre de cette majorité, de voter du côté avec l'opposition. Telle était mon intention lorsque j'ai appris cette fermeture. J'avais donc pris position et je rejoignais pour une large part les motifs exprimés par l'opposition et par Madame Pitette également et par Monsieur Ditch. Cela dit, moi, la seule boussole qui oriente ma décision et mon vote, c'est d'abord et surtout, prioritairement, l'intérêt des enfants. Et je vous le dis tout net, à la faveur de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu investiguer, j'ai changé d'avis. Très brièvement, je vais vous indiquer pourquoi. J'ai changé d'avis parce que c'est pas tellement le problème de l'effectif qui me soucie. Si effectivement les effectifs réduits permettaient une amélioration du sort et du confort et de la pédagogie, je serais tout à fait acquis au maintien de cette école. Donc, le problème de l'effectif ne me paraît pas le problème prioritaire. En revanche, ce qui m'a semblé important, c'est de savoir si le transfert des classes des Fontaines à Polbert permettait aux enfants un mieux-être. Et je regrette un peu que M. Pereira, répondant ainsi à des préoccupations tout à fait légitimes, n'expose pas un peu plus, brièvement, mais un peu plus, les dispositions qui vont être prises. Vous parliez tout à l'heure, Madame Pitette, de la question des sanitaires.
je crois avoir compris qu'il y avait, et c'est une question tout à fait compréhensible et légitime, importante, pas que les enfants soient mêlés, les petits soient mêlés aux grands, enfin aux élèves de l'école élémentaire si les sanitaires ne sont pas adaptés, par exemple, pour préserver leur intimité, etc. Et vous parliez également de l'espace. J'ai cru comprendre, et je voudrais que M. Pereira brièvement situe un petit peu les objectifs de ces travaux qui vont être entrepris à Paul Bert. Il y a à l'évidence un mieux-être pour les petits de 3 à 5 ans qui leur permettra d'avoir à l'école Paul Bert un espace plus adapté. Voilà ce que je voulais dire, ce qui me laisse à penser que ce n'est pas une perte, mais peut-être plutôt un acquis qui va ici se produire. Merci. Je vais terminer pour dire que... Ah, pardon, Simon. Non, juste pour apporter une réponse à M. Jallet, parce que là, j'ai mes oreilles quand même qui saignent, quand on ose dire que la question de l'effectif n'est pas un problème dans l'éducation nationale, c'est vraiment pas du tout écouter les revendications de la communauté éducative. Bien sûr que si, que l'effectif, c'est un enjeu. Et là, je pense que c'est une équation impossible que vous êtes en train de réaliser. Monsieur Pereira, on n'a pas du tout la même vision, parce que vous me parlez beaucoup de chiffres. Donc déjà, là, on parle d'humains, vous me parlez beaucoup de chiffres, mais vous me dites il y a à peine 22 élèves par classe. Et bien justement, vous parlez aussi d'excellence de territoires ruraux. Mais justement, c'est une excellence d'avoir 22 élèves par classe et permet d'avoir des meilleures conditions d'apprentissage, ce qui est de plus en plus rare dans notre pays. Donc moi, je pense que, comme Monsieur Ditch, on est capable de faire une consultation pour la Gabelle, on peut la faire de la même façon. Écoutons ce qu'ont à dire donc les personnels d'éducation, les parents, et donc consultons-les avant de prendre cette décision. Et la population, bien évidemment. Merci. Bon, très bien. Clore les débats. Je vais juste ajouter que si vous ne le saviez pas, à Ferdinand Buisson, c'est déjà la maternelle et déjà avec l'élémentaire et ça se passe très bien. Concernant les fusions de direction, à Bourg-le-Comte, la fusion s'est très bien passée. La directrice en est satisfaite. Bon, vous vous taisez là dans la salle, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Donc ça se passe très bien au niveau de la fusion. Concernant l'accueil des enfants de maternelle à Paul Bert, évidemment, on leur réservera le meilleur accueil avec en disposition sanitaire qu'il n'y avait pas avant et qu'il n'avait pas à la maternelle des Fontaines. Si on parle des sanitaires, ça sera des box individualisées. D'ailleurs, M. Pereira, lors des différentes réunions, a présenté le projet ainsi qu'aux parents d'élèves avec l'éducation nationale et les DDEN qui ont travaillé sur ce projet. Il sera toujours amélioré. Le mieux qu'on pourra améliorer, on l'améliorera. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je voulais clore ce sujet, mais sachez bien qu'à Ferdinand Buisson, l'école maternelle et l'école élémentaire sont dans le même lieu, avec bien sûr des récréations différentes. Le temps de récréation est différent que de celle des élémentaires. Voilà. Donc maintenant, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. La séance est livrée. Discuter avec toutes les parties. Vous écoutez ce que dit M. Pereira. Très bien. Vous serez redevable de ce qui va se passer par la suite. Bon, la séance est levée. Je vous souhaite à toutes... Ah.